Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant été. Nous sommes aujourd'hui à Morlaix, au cœur de la maison Pénano, et nous allons parler du patrimoine, notamment en compagnie de Pascal Quéré. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes responsable de l'accueil ici à l'Office de tourisme. Tout à fait. Le patrimoine à Morlaix, on peut le découvrir de plusieurs manières. Que proposez-vous pour justement bien découvrir la ville? Oui, alors nous proposons effectivement des circuits d'Evenel dans Morlaix qui permettent donc aux visiteurs de découvrir les richesses de la ville. Alors en montant sur le viaduc, on a une vue spectaculaire sur Morlaix et puis on y découvre les différents points de vue, donc comme le port, le côté donc du quartier Saint-Mathieu, du quartier Saint-Melaine, les prieurés de Morlaix et Saint-Martin également. Et ensuite, donc, on redescend par les Venelles pour découvrir la rue Ange de Guernisac, quartier pétonné de la ville de Morlaix, la Grand Rue, la rue du Mur, où l'on découvre de belles maisons à pans de bois et encore bellement. On en reparlera dans cette deuxième partie d'émission, mais justement, les maisons ici, on est chez vous, à l'Office de tourisme, dans cette maison Pénano, qui vient d'être restaurée. Elle est très ancienne, cette maison. Oui, alors maison du 16e, maison d'armateur, qui a été restaurée donc, il y a très peu de temps maintenant, et que nous avons la chance d'habiter. Et nous proposons des visites guidées de cette maison les mercredis et les samedis, donc 2 fois par semaine, le matin, le mercredi, ainsi que l'après-midi, et le samedi matin et le samedi après-midi. Et Pascal, les visites guidées sont à thème aussi le jeudi. Alors là, c'est au fil de l'eau, hein, c'est ça? Au fil de l'eau. Donc Morlaix a quand même toute une histoire avec l'eau. Hein, Vous parlez d'armateur. Oui, tout à fait, port maritime. Voilà, donc nous proposons une visite guidée sur le thème de l'eau les jeudis matins, à 10h30. Et puis on peut toujours se renseigner ici. Vous accueillez près de 50 000 55 000 visiteurs par an à peu près. Très bien, merci beaucoup Pascal, on vous souhaite une bonne saison, merci. Même si le temps aujourd'hui n'est pas de la partie, mais c'est l'occasion justement de découvrir ce patrimoine bâti. Pour notre part, on va poursuivre cette émission avec vos reportages d'actualité en Bretagne. Des gendarmes à cheval pour veiller sur les touristes, cela fait 12 ans que ce moyen de surveillance a été choisi à Erdeven. Depuis le 16 juillet, 6 gendarmes et 6 chevaux sillonnent la dune côtière. C'est un dispositif très intéressant parce qu'on est sur un site protégé. C'est le plus grand site dunaire de Bretagne. Nous avons 32 km de côte linéaire qui vont de Gavre jusqu'à Quiberon, essentiellement des dunes. Le moyen le plus adapté pour se transporter assez rapidement et en respectant l'environnement sur ce site, c'est le moyen cheval. Donc ça nous permet de voir et d'être vus. C'est un des atouts également du cheval, c'est relier des relations de confiance gendarmes-citoyens. La mission de ces gendarmes, relever les infractions au code de l'environnement et au stationnement, mais surtout faire de la prévention pour éviter le camping sauvage ou encore les vols à la roulotte. 2 gendarmes départementaux et 2 réservistes sont affectés à ce poste équestre. Ils sont épaulés par 2 gardes républicains qui viennent avec 6 chevaux du 3e régiment de cavalerie, des équidés formés aux patrouilles dans la capitale. C'est des chevaux, faut qu'ils soient très froids dans leur tête, très dociles entre guillemets. Après c'est un travail au quotidien, c'est-à-dire que c'est des chevaux qui sont achetés à l'âge de 3 ans par le régiment de cavalerie et qui font toute leur formation au sein du régiment. Le contexte est juste différent au niveau environnement, parce que pour certains ils découvrent la mer, pour d'autres chevaux qui ont un peu plus de métier, ils ont l'habitude de faire des postes saisonniers, donc ils ont déjà découvert l'environnement, la mer ou la campagne, donc ça les change d'environnement, mais c'est aussi bien pour eux. Depuis le début des patrouilles, les gendarmes ont surtout été amenés à verbaliser des automobilistes pour des infractions au stationnement. Le poste équestre d'Erdeven restera ouvert jusqu'à la fin août. Ce week-end, les phares de Plouguerneau ouvraient leurs portes au public pour la 12e édition de Phare en Fête, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine à travers visites et expositions. Au phare de Lanvaon, plus d'une vingtaine d'artistes ont usé de leur imagination pour rendre hommage à la Sentinelle des mers. La manifestation était d'autant plus importante que depuis 1 an, près d'une 60aine de personnes ont rejoint l'association qui œuvre pour la restauration du phare. Notre projet, c'est de restaurer ce phare à l'identique et ça, on y tient. Donc, on a organisé cette manifestation pour essayer déjà de se faire connaître, c'est pour nous le plus important. Et puis on se bat pour essayer de trouver des sponsors, des mécènes, on peut recevoir des dons. Et justement, c'est là que le bât blesse. Phare et Balise, propriétaire du bâtiment, assure uniquement l'entretien de la lanterne et de la peinture extérieure, faute de moyens. Les travaux de remise en état se chiffrent à plus de 200 000 €.
Si on arrivait à récolter 220 000 €, on pourrait refaire le phare à l'identique comme il était à l'époque. Et on aimerait bien monter une petite muséographie sur son histoire parce qu'elle est très riche. On a appris que la plupart des gens qui ont gardé ce phare, c'était des femmes, ce qui est plutôt insolite. L'association compte dans ses membres la toute dernière gardienne du phare de l'Envaon. Investie dans la préservation de l'édifice, le phare a été sa maison pendant plus de 35 ans et Marie-Françoise ne chômait pas. Le nettoyage, l'entretien, les carreaux, la peinture, la tapisserie qu'on a eu fait. Mais je ne me suis plus. Oh, je n'avais pas envie de partir même, mais là, ma santé, j'avais mes petits-enfants avec moi aussi. J'ai élevé 2 de mes petits-enfants ici. Les artisans locaux s'intéressent déjà de près à cette rénovation. Pleine de projets, l'association a d'ores et déjà évoqué l'idée de faire du phare un gîte à loyer modéré pour les randonneurs du GR34. Lire son auteur préféré à la plage, c'est banal, mais l'y rencontrer, c'est plus original. Les nocturnes littéraires reviennent passer l'été dans le Morbihan pour la 5e année consécutive. Près de 50 auteurs sont présents, on y croise quelques noms bien connus comme Richard Boringer, Jean-Claude Mourleva ou David Fenkinos, mais aussi des auteurs plus confidentiels. Le temps de 8 escales, il est possible de les rencontrer pour échanger et faire signer des dédicaces. Écrire, c'est attendre une réponse. Donc, quand on écrit un roman, quand on publie un roman, on attend qu'il y ait des lecteurs. J'aime bien le faire, en particulier vis-à-vis des enfants. Et ça leur permet de voir que déjà la littérature, les livres, c'est pas quelque chose d'écrasant. C'est fait par des êtres humains qui sont chaleureux, sympathiques, voire drôles, et que tout ça, ça reste une affaire humaine. Des romans policiers aux bandes dessinées, il y en a pour tous, avec une attention particulière pour les auteurs locaux, débutants ou non. À partir du moment où il est par ici, s'il est de Loménaire ou s'il est de Pontivy, bien sûr que ma porte lui est ouverte, puisque c'est moi qui suis chez lui. Je suis très attentif à ce qui est des auteurs de premier, deuxième roman. Il y a ce qu'on appelle des romans de terroir, il y a des ouvrages sur la Bretagne, il y a de la littérature extrêmement moderne. Il y en a pour tout le monde. Les nocturnes littéraires se poursuivent jusqu'à dimanche. Elles passeront notamment par Quiberon, Pontivy et le château de Kerguéhennec à Bignan. Loïc, bonjour. Bonjour. Loïc, vous êtes en charge du patrimoine et de l'architecture ici à Morlaix. Oui. Morlaix s'est constitué sur un terrain qui comprenait beaucoup de contraintes et donc ça a eu une influence sur l'habitat et sur les constructions au fil des siècles. Oui, la grande spécificité de Morlaix, c'est son site d'exception, et avec les différentes collines, les 2 rivières qui sont les Flète-les-Jarlots, la confluence, le flot de la Marée, et qui s'arrête aussi juste devant la confluence, et tout le patrimoine morlaisien, on va dire, résulte aussi de cette adaptation constante au site. Alors parfois on en tire profit de ces contraintes, notamment au Moyen-Âge avec les rivières, et parfois on essaie tout simplement de s'adapter à ces différentes contraintes. Loïc, le patrimoine morlaisien, on en parle, a une particularité française, c'est les maisons à pont d'allée. Qu'est-ce que c'est, les maisons à pont d'allée ? Alors les maisons à pont d'allée, ce sont des maisons en pan de bois. C'est un concept particulier d'aménagement intérieur de maisons urbaines en pan de bois. Alors c'est des maisons qui ont été construites au cours d'une période qui va de 1450 à 1650 environ, qui étaient construites par des nobles commerçants qui souhaitaient adapter, on va dire, les conditions d'habitat de leur manoir rural ici en ville. Et donc ces maisons à pont d'allée se caractérisent surtout par un grand vide central, comme une cour intérieure qui va du rez-de-chaussée jusqu'au comble. Et cet escalier, souvent magnifique, un escalier en vis, extrêmement décoré, et des galeries qui permettent d'accéder de part et d'autre des pièces sur cour aux pièces sur rue. Comment on peut apprécier au mieux le patrimoine en circulant dans Morlaix ? Est-ce qu'il y a quelques recettes ? Alors déjà, il faut prendre son temps. Ouais. Déjà, c'est la première chose. Déjà, quand on découvre une ville, ne pas hésiter à flâner, à déambuler, arpenter les rues et essayer de découvrir des petits décors par-ci, par-là. Alors pour regarder une façade, ici nous sommes aux environs de 2500, c'est un peu l'âge d'or du pan de bois. On voit que les décors portés sur cette maison sont encore gothiques, c'est du décor religieux. Le décor Renaissance arrivera un petit peu plus tard. On a ici un très bel exemple à Morlaix aussi, c'est la tour Saint-Mathieu, qui marque en fait parce que le début de la Renaissance en Bretagne.
Et donc on voit sur une maison en pan de bois avec donc des pièces de forte section, de grande qualité, des appuis filants. C'est vraiment ce qui caractérise ces maisons en pan de bois des années 1500 environ. Le patrimoine morlaisien est très riche. Qu'est-ce que l'on peut voir en plus de ces fameuses maisons à pont d'allée? Oui, en termes d'habitat, donc plusieurs maisons sont donc maisons soit d'armateurs, mais en tout cas il y a un lien direct ou indirect avec l'eau. On peut penser à la maison Pénano, par exemple, qui accueille aujourd'hui l'office de tourisme et le centre d'interprétation du patrimoine, qui était sans doute à l'origine une simple tour de guet devant le port, devant la rivière qui passait juste devant, alors que aujourd'hui la rivière a été couverte. Donc tout cet habitat, les autres points forts en fait, du patrimoine morlaisien, c'est le viaduc, évidemment. Il y a la possibilité de passer au premier étage, et de ce premier étage, on peut avoir un panorama assez exceptionnel sur la ville qui permet de comprendre le site. Eh ben, merci beaucoup Loïc de nous avoir juste un peu éclairé sur ce qu'il y a à découvrir à Morlaix, et l'inventaire du patrimoine est large. Et d'ailleurs vous êtes toujours en train de le constituer, notamment sur le patrimoine maritime. Sur le patrimoine maritime à l'échelle du pays de Morlaix, effectivement. Il ne faut pas oublier que Morlaix est un port aussi. On n'a pas eu le temps d'en parler, on y reviendra. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain pour un nouvel Instant été. Vous retrouverez Camille dans un lieu aussi historique, Ménéam. Bonne soirée et à demain.